Bientôt de nouvelles infrastructures socio-éducatives pour la jeunesse de Conakry. Le groupe Bolloré va aménager dans un premier temps 3 espaces avec énergie solaire, des centres équipés avec les nouvelles technologies de l'information. Enfin, la CNTG en action, la plus grande composante syndicale a tenu son premier conseil national. L'institution reprend du service avec déjà une exigence, le financement des centrales syndicales. Et puis, ces faits mystérieux qui tombent du ciel, ils tombent drus sur le village Tendance et dans Pita, on ne sait pas pourquoi, mais le cauchemar dure depuis une éternité de 10 jours, tout ou presque est parti en fumée, voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information qu'on ouvre par le carnet d'audience du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a reçu la directrice générale de la SOGIMAP, une audience pour proposer une collaboration dans la conservation des dépouilles à l'intérieur du pays. De l'argent va être injecté dans ce projet à hauteur de 70 000 $ américains. Doudou Traoré, Mohamed Lamine Souma. Ce sont 2 chambres froides pour la bonne conservation des dépouilles mortelles. Elles sont destinées l'une à la région de Kankan, l'autre à la région de Zérékoré. C'est un don de la directrice générale de SOGIMAP. Pauline Bakoli-Rache a été reçue en audience par le président de la République ce samedi 15 février 2014. Selon la donatrice, 3 autres chambres froides vont compléter ce lot à 5. J'ai commandé 5 chambres froides pour les régions de l'intérieur. Pour le moment, il y a 2 qui sont arrivés et les 3 autres sont en route pour le mois de mai. Chaque chambre contient 6 places pour 6 corps. Le ministre de la Santé publique a introduit la donatrice auprès du président de la République, dit que ce geste humanitaire est d'une grande importance. Aujourd'hui, on va essayer de résoudre un grand problème qui n'est autre que le manque criard de chambres froides pour la conservation des corps dans nos régions naturelles. Et elle a bien voulu, dans ce cadre, assister la politique de M. le Président de la République en offrant gratuitement ces 5 chambres froides destinées à satisfaire cet aspect très important qui concerne la conservation des corps au département de la santé. Une façon de montrer que chaque Guinéen doit, dans son secteur, apporter sa pierre à l'édification de la nation. Coopération parlementaire et possibilité d'investissement. Le président de l'Assemblée nationale a fait le tour de ces questions au cours des audiences qu'il a accordées à l'ambassadeur cubain et à la chargée d'affaires de l'ambassade du Brésil. Dans ce reportage qui va suivre, il est aussi question d'un appui futur de la BAD au Parlement guinéen. Synthèse, François Lamar. Le président de l'Assemblée nationale s'est entretenu ici avec madame l'ambassadeur de Cuba en Guinée sur fond de l'excellence des relations de coopération entre la Havane et Conakry. Les voyages d'études et les échanges entre parlementaires des 2 pays ont dominé l'entretien. On a profité de l'occasion pour lui remettre un message de félicitations et de son homologue cubain qui a voulu aussi lui féliciter à l'occasion de son élection. Parce qu'on considère que dans le domaine parlementaire, il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre des relations d'amitié et de solidarité qui a toujours existé entre Cuba et la Guinée. Le chargé d'affaires de l'ambassade du Brésil en Guinée était venu parler des possibilités d'investissement de son pays en Guinée, mais aussi échanger sur l'implication de l'Assemblée nationale pour le retour des sociétés brésiliennes évoluant dans le secteur minier guinéen. Nous avons discuté quelques aspects concernant la présence d'investisseurs brésiliens ici et des stratégies pour augmenter vraiment cette année dans le domaine de l'exploration minérale, des minéraux agricoles et dans la coopération pour le développement des écoles, des centres sportifs dans des communes ici à Conakry et à l'intérieur du pays. Dans la même lancée et devant l'urgence du démarrage effectif de l'Assemblée nationale, le représentant de la BAD, Banque africaine de développement, a eu un entretien sur fond d'appui à l'Assemblée nationale avec le président de la Commission des affaires économiques, financières et du plan. La Commission nous a fait part vraiment de leurs ambitions et qu'ils ont besoin d'être appuyés parce qu'il faut que ces commissions travaillent, il faut qu'ils aient les moyens. Nous avions, lors de
dans un projet qui était là dans les années 2007-2006, nous appuyons pour que la commission ait le personnel, l'expertise, parce que vous avez les députés, des fois, n'ont pas l'expertise requise. Donc il faut qu'ils soient appuyés par des auxiliaires qui leur donnent les moyens. Il faut que la commission à la fois ait les moyens logistiques, les moyens techniques. Les différentes commissions techniques de l'Assemblée nationale travaillent actuellement pour monter les projets devant être appuyés par les partenaires et institutions déjà rencontrés. Premier titre de l'actualité ce soir, ce projet ambitieux que va lancer très bientôt le groupe Bolloré, une initiative du chef de l'État pour mettre en place des espaces de détente pour les jeunes de la capitale. 3 sites sur les 7 choisis vont être réalisés dans un premier temps. Il s'agit d'espaces qui seront éclairés à l'énergie solaire. Adi Kamara. Bientôt, la jeunesse guinéenne sera dotée d'infrastructures sportives, socio-éducatives, sanitaires, bref, tout ce qui est lié à l'épanouissement de cette couche juvénile. C'est un projet d'envergure initié par le professeur Alpha Condé en collaboration avec le groupe Bolloré. Ce projet est une vitrine technologique que le groupe Bolloré a proposé de mettre à la disposition de la Guinée et que la Guinée a accepté. Nous souhaitons mettre en place, le long de la voie de chemin de fer Conakry-Kegbelen, des espaces qui seront alimentés par de l'énergie solaire et autour desquels nous développerons toutes les technologies possibles. Nous allons articuler autour de la musique, la santé, le sport, la culture, l'hygiène, tout ce qui peut rendre la vie des riverains agréable. Nous avons aussi un volet important qui est le volet éducation, où nous ferons du e-learning. Nous mettrons aussi à disposition du Wi-Fi gratuit qui permettront aux jeunes d'avoir ces nouvelles technologies. Nous leur mettrons à disposition de la lumière pour que la nuit ils puissent lire, étudier dans un espace confortable et agréable. Déjà, pour la première phase d'exécution de ce projet, 3 sites sont ciblés, Kaloum, Matoto et Dixine. Des équipements qui seront installés devraient avoir un impact positif sur le développement physique et mental des jeunes. Mais l'impact est immense quand on sait qu'il n'y a pas surtout beaucoup d'espace de jeu pour les jeunes qui peuvent aller soit jouer dans des conditions les meilleures, des espaces pour le football, pour le basketball, pour d'autres activités sportives, mais pour des activités aussi dans leur émancipation culturelle aussi, l'éducation, l'échange et pouvoir échanger avec des universités partenaires où ils pourront lire, apprendre et être en contact avec les nouvelles technologies. Et ces centres qui vont être mis à la disposition de la jeunesse, c'est les centres de nouvelles technologies avec des photovoltaïques, surtout avec l'énergie solaire. Et c'est une innovation, ce sera la première fois que ça se fait d'ailleurs en Afrique. Et nous espérons que ce sera un projet porteur et surtout les bénéficiaires qui sont aujourd'hui les jeunes qui constituent la majorité de la population. Mais pour réaliser ces infrastructures socio-éducatives destinées à la jeunesse guinéenne, des contraintes sont déjà signalées par les techniciens. Les normes voudraient qu'entre la voie ferrée et tout ouvrage qu'on mettra, qu'il y ait une distance de 20 mètres. Entre l'axe central de l'autoroute et tout ouvrage qu'on mettra, qu'il y ait une distance de 20 mètres. De 20 mètres. Si nous prenons aujourd'hui la distance de la largeur de la chaussée qui fait 12 mètres, il faut laisser 8 mètres. Alors nous sommes à ce niveau de contrainte. Si nous levons ces deux contraintes au niveau de nos ouvrages, l'autoroute et la voie ferrée, l'espace qui nous restera, ça fera 21 mètres qui ne peut pas recevoir l'aménagement qu'on veut faire. Alors, pour lever les contraintes, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana, chef de gouvernement, a demandé à ce que les commissions de travail mises en place à cet effet redoublent d'ardeur et multiplient les contacts pour viabiliser ce projet innovant dont les travaux concernent dans l'ensemble 7 sites.
Autre projet, dans les infrastructures routières, les voiries de Conakry changent de visage avec les travaux de bitumage lancés récemment par le gouvernement guinéen. 27 km de voiries vont être revêtues, soit 30 lignes à travers les 5 communes de la capitale. La démarche vise à désenclaver les quartiers. C'est le cas par exemple de Petit Simbaya dans la commune de Ratoma. Cette localité voit des routes recouvertes de bitume pour la première fois. Abdoulaye Diallo. Parmi les chantiers phares des autorités de la Troisième République figurent les infrastructures routières. Certains quartiers de Conakry sont aujourd'hui désenclavés. C'est le cas du secteur Petit Simbaya dans la commune de Ratoma. Les voiries de cette localité sont pour la première fois revêtues de bitume. Le bitumage est là. La poussière maintenant, ça va faire une histoire autour de nous. Malgré qu'il y a eu des difficultés de part quand la société venait pour s'installer. Il y avait des grondements, il y avait des bruits sonores, il y avait une poussière qui se levait. Mais tout ça, nous, on peut avaler cela et puis ça passe comme ça. Vraiment. Ici, 800 mètres de bitume sont prévus. Cela permettra de faciliter l'accès des véhicules au quartier. L'entreprise brésilienne OAS mise sur la qualité dans l'exécution des travaux. Nos ingénieurs insistent beaucoup, sont rigoureux sur la qualité, la température, un peu tout. Dans les moindres détails, nous respectons tout. Et je pense que tout le monde est satisfait un peu de la qualité. L'épaisseur est visible. Vous voyez très bien que c'est du bitume de très bonne qualité. 12 mois après le lancement des travaux de bitumage de 27 km de voirie à travers la capitale, les responsables de l'entreprise affirment être à 35% d'exécution. Aspect de l'actualité nationale, le recensement général de la population. On en parle toujours, deux acteurs importants, le ministre du Plan et le gouverneur de Conakry lancent une campagne conjointe de sensibilisation. Chacun doit y accorder de l'importance pour permettre au gouvernement de mettre à jour les données statistiques en termes d'habitat et d'habitants. La campagne concerne les 5 communes de Conakry. Sekou Fernand Kourouma. C'est l'entame de la sensibilisation des habitants de Matoto autour du 3e recensement général de la population et l'habitation. Une opération qui démarrera le 1er mars prochain sur toute l'étendue du territoire national. À la mairie de Matoto, autorités et élus locaux ont exhorté les citoyens de la localité à se faire recenser. Car, ont-ils expliqué, ce recensement demeure une phase cruciale pour la planification de la politique de développement du gouvernement. L'appel que l'on aujourd'hui à la population et les mères de famille, et les pères de famille, les sub-secteurs, d'accepter le jour que nous allons lancer le 1er mars à venir, que de mobiliser toute la famille pour attendre l'arrivée des agents recenseurs qui concernent la commune de Matoto. Financée à hauteur de 9 millions de dollars par le gouvernement et ses partenaires au développement, cette opération est une voie sûre pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. En plus des caractéristiques individuelles de la population ou des individus, on veut cerner les caractéristiques de l'habitat où habite chaque ménage de la Guinée. On veut savoir quels sont ceux qui sont dans les habitats décents, quels sont ceux qui sont sans abri. Vous voyez ce que ça fait? Donc ça permet de mesurer le cadre de vie. En effectuant ce recensement, le gouvernement actualise ses données statistiques en matière de population et d'habitation. L'assainissement de Conakry, ce n'est pas seulement les ordures le long des routes, mais c'est aussi toutes ces banderoles affichées de façon anarchique sur l'autoroute Fidel Castro et autres artères. Le GP vient de lancer une campagne d'assainissement à cet effet. Francis Collier. Les banderoles et affiches publicitaires sauvages participent à l'insalubrité de la ville de Conakry. Pour rectifier le tir et assainir l'environnement visuel, l'Office guinéen de publicité a lancé cette campagne de nettoyage. Les passerelles sur l'autoroute sont les premières cibles. La direction générale, surtout de l'Office guinéen de publicité, a toujours fustigé cet affichage sauvage pour dire aux gens que ça ne se fait pas comme ça. Il y a eu même un comité de travail pour faire en sorte que nous trouvions des encarts sur lesquels nous allons afficher. Mais faudrait-il pour cela que l'agence guinéenne de spectacle aussi nous donne franchement un coup de main afin de réunir tous les promoteurs culturels pour leur dire qu'il y a des endroits précis très sincèrement pour afficher, comme il y a des endroits aussi sur lesquels il ne faut pas afficher. À la question qui sont ceux qui font ces affichages sauvages, les organisateurs d'événements culturels sont les premiers indexés. Cet affichage-là fait partie de l'embellissement de la ville. Mais comme vous constatez que d'embellir la ville, on la salit. Et ça, c'est l'action, il faut se le dire, des opérateurs culturels qui ne cherchent que leur gain immédiat. Nous allons nettoyer
Nous allons sensibiliser, dire aux gens que cette capitale qui est belle doit rester toujours belle. L'opération va se poursuivre sur l'autoroute et les principales artères de la capitale. Des séances de sensibilisation des populations riveraines sont aussi prévues. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la CNTG. Il y a longtemps que vous n'en entendiez pas parler. Eh bien, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée a tenu ce matin son premier conseil national depuis des lustres. Au menu des débats, rechercher les voies et moyens pour permettre aux travailleurs guinéens d'être debout et épanouis. Mais pour cela, il faut que les centrales syndicales soient financées. Aïssatou Modiallo. C'est le premier conseil de la principale structure de défense des travailleurs de Guinée cette année. L'examen des finances syndicales est à l'ordre du jour. L'enjeu est de garantir la liberté syndicale. Nos ambitions aujourd'hui sont que nous soyons totalement libres financièrement, que nous ne soyons pas indépendants du pouvoir, que nous soyons indépendants de toute autre aide extérieure, que nous soyons libres de nos mots, que nous soyons libres financièrement de nos actions. À travers cette rencontre, les syndicalistes entendent être autonomes pour bien défendre les intérêts des travailleurs. Récemment, ils étaient montés au créneau pour améliorer les salaires minimums interprofessionnels garantis SMIG. Aujourd'hui, la CNTG compte partir sur de nouvelles bases pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, une vision appréciée par le gouvernement. Nous considérons que le mouvement syndical est un partenaire naturel, très important et stratégique du gouvernement, même si parfois les positions des uns et des autres peuvent laisser penser qu'il y a opposition. À l'arrivée, ce n'est jamais le cas. Ils travaillent pour la promotion et le bien-être des travailleurs, ces mêmes travailleurs qui font que notre pays se développe, que notre administration est efficace. Et donc, sur invitation du syndicat, le gouvernement a voulu marquer son adhésion à ce travail d'aujourd'hui qui est fait pour assurer l'autonomie financière des syndicats. Créée en 1960, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée CNTG compte 80 membres au bureau confédéral et 21 au secrétariat exécutif. Depuis sa création, cette structure s'est illustrée dans la défense des droits des travailleurs du pays. Après avoir rencontré quelques artistes guinéens, Alioune Badara Thiam, alias Akon, la star interplanétaire de la musique hip-hop américaine, qui était en séjour de travail à Conakry, s'est rendu à l'université Gamal Abdel Nasser en compagnie de Dr Gavé, le fils de Marcus Garvey. Il y avait aussi dans le groupe le ministre de la Jeunesse. Objectif, expliquer le projet énergétique sur le continent africain dont la Guinée fait partie. Bien sûr, Mamadi Ampesoma. Servir un million de foyers des pays africains en électricité, tels sont les objectifs de la star de la musique urbaine américaine. Alioune Badara Thiam, alias Akon, est engagé dans ce cadre. C'est à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry que l'artiste d'origine sénégalaise a tenu un discours en compagnie du fils du révolutionnaire jamaïcain Marcus Garvey. Discours dans lequel le fils de Mor Thiam a mis un accent particulier sur l'africanisme. Special day for me. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une nouvelle génération que la jeunesse africaine va prendre l'Afrique à ses mains. La chance de voyager le monde et de voir toutes sortes de jeunesse dans le monde entier. C'est passé dans le passé pour nous, mais je suis sûr aujourd'hui, on peut prédire ce qui va se passer pour l'Afrique et que c'est cette jeunesse vous qui va le faire. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et le rectorat de l'université ont salué l'initiative de la structure organisatrice d'Ivoine Projet. Il n'y a pas de sous-sous dans cette salle, il n'y a pas de parasites dans cette salle, mais qu'il y a des Guinéens et que vous devez vivre de la façon la plus sincère, avec vous-même. Vivre sa vie de la façon la plus sincère. C'est cela l'expression de la vie. Nous voudrions, au nom du chef de l'État, au nom du professeur Alpha Condé, au nom de la jeunesse guinéenne tout entière, dire merci à M. Akon. Je voudrais que vous joigniez à moi pour lui dire merci. Merci pour cette idée. Cette deuxième visite de Alioune Badara Thiam, alias Akon en Guinée, s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet énergétique dans les pays africains. Façon pour le chanteur et le boss de la maison de production Covid de prouver son amour à son continent qu'il a quitté à l'âge de 10 ans pour les États-Unis d'Amérique. C'est par le couple de Suleiman Bangoura, alias Soul Banks et l'hymne national de Guinée que cette rencontre a pris fin.
Le prix du chevalier de l'Ordre international des palmes académiques du commerce vient d'être attribué à l'université de Cancan, une distinction pour récompenser les efforts de l'institution dans la promotion de la recherche scientifique. Une cérémonie a été organisée à l'université Julius Nyerere pour récompenser les meilleurs travailleurs. Ansouman Toumani Kamara. Pour le rectorat de l'université Julius Nyerere de Cancan, ce banquet se veut un espace de célébrer les différents succès enregistrés par cette institution d'enseignement supérieur, classée première en 2013 sur la cinquantaine que compte le pays. Le classement par ordre de mérite de l'université Julius Nyerere de Cancan comme première université de la République de Guinée à l'occasion de la session d'auto-évaluation des institutions d'enseignement supérieur du pays, financé par le président de la République, le professeur Alpha Condé. L'obtention des diplômes de master DEA et de thèse par des anciens chercheurs de l'institution. L'admission au grade académique de nombreux anciens chercheurs assistants maîtres de conférences des professeurs. L'admission au CAMES de 2 programmes de la faculté des sciences de la nature, biologie et physique. Sur le plan de l'enseignement et de la recherche, l'université Julius Nyerere de Cancan, à travers son vice-recteur chargé de la recherche, a été élevée en 2013 au rang de chevalier de l'Ordre international des palmes académiques. C'est une distinction qui vient du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Le récipiendaire détient le record de publication dans les revues scientifiques du continent. J'ai dédié ce diplôme à toute la notabilité de cette ville sainte de Cancan-Nabaya, toutes les ethnies confondues, et à mes sœurs parents de Daralabé. Lancé désormais sur la voie de la promotion de la culture du mérite, le rectorat a également décerné des satisfecits à certains travailleurs pour les services loyaux rendus en 2013. Et toutes les structures ont été évaluées. Santé, on se dirige vers la mise en place pratique d'un plan stratégique de lutte contre le paludisme. Sur papier, le plan a été adopté, le document a été signé hier à Conakry. Une synergie d'action pour renforcer les efforts du programme national Stop Palu. Explication sur Dekera. Réduire le taux de prévalence du paludisme au seuil de 0 cas en Guinée d'ici 2017. C'est l'ambition du programme national de lutte contre le paludisme et ses partenaires traditionnels. L'adoption d'un nouveau plan stratégique national de riposte et cette signature de l'aide-mémoire de la dernière revue du programme dénote de l'engagement de toutes les forces de la nation à atteindre cet idéal. C'est un document qui va permettre au programme réellement de mieux s'investir dans le cadre de l'éradication de cette endémie qui réellement fatigue les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Je dois saisir cette occasion pour féliciter l'ensemble du corps médical et surtout ceux qui s'occupent de ces recherches, de ce travail pour la lutte contre le paludisme afin de l'éradiquer. J'espère qu'avec le temps, le gouvernement va pouvoir ne pas intervenir davantage à côté des bailleurs de fonds pour faire en sorte qu'ils puissent être encouragés. Très sincèrement d'avoir... La prévalence moyenne du paludisme est estimée à 44% en Guinée. Conakry affiche le plus faible taux, tandis que le taux le plus élevé est enregistré dans la préfecture de Farana selon la dernière enquête démographique et de santé. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus touchés. Ces dernières années, l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme et le projet Stop Palu figurent parmi les actions de riposte engagées aux côtés du ministère de la Santé. Je voudrais surtout vous encourager de faire ce plan stratégique qui est efficace pour protéger la population, surtout les plus vulnérables, étant donné l'efficacité des stratégies publiques qui sont actuellement disponibles et qui sont dans le porte. Le paludisme reste encore la première cause de consultation et de décès dans les formations sanitaires de la Guinée. L'adoption de ce plan stratégique national 2013-2017 devrait booster les principales interventions du programme national de lutte contre le paludisme, tant à Conakry que dans l'arrière-pays. Santé toujours, et cette bonne nouvelle, 2 médecins étrangers sont actuellement à Conakry. Ils sont spécialisés dans le traitement de pathologies auriculo-ventriculaires, des pathologies qui s'attaquent au cœur et dont la prise en charge n'est pas facile sur place. Ils opèrent actuellement à l'hôpital sino-guinéen de Kipé. Marou Baldé, Moussa Bangoura.
C'est dans cet hôpital sino-guinéen de Kipé que sont admis les malades souffrant de la maladie du bloc auriculoventriculaire. Une maladie peu connue par le grand public. Elle se manifeste par un ralentissement de la conduite de l'excitation entre les oreillettes et le ventricule du cœur. Cette pathologie est causée par l'hypertension artérielle selon les spécialistes. Les personnes naissent avec, mais d'autres fois aussi les secondaires à plusieurs pathologies, notamment l'hypertension artérielle et les syndromes coronariens aigus qu'on appelle communément la crise cardiaque. Alors comment se manifeste cette pathologie? Et très souvent il s'agit de patients qui consultent pour des palpitations, donc le cœur qui bat rapidement et les palpitations qui sont très gênantes, ou quelquefois il s'agit de patients qui sont essoufflés au moindre effort et des fois même au repos. Ça peut également donner la douleur, une douleur thoracique. La prise en charge de cette maladie nécessite un transfert à l'étranger pour mettre en place ce qu'on appelle un stimulateur cardiaque. Le coût de cet appareil est d'environ 2 millions de francs CFA si on se met dans la zone CFA. Et cette équipe qui est avec nous depuis 48 heures se propose de venir implanter gratuitement ce stimulateur cardiaque à 10 patients guinéens. Et tout ce que nous avons eu à faire, c'est d'assurer le transport, l'hébergement et la nourriture de ces deux. Pour freiner les décès liés au bloc auriculoventriculaire, deux grands spécialistes français et sénégalais séjournent dans cet hôpital. Objectif, donner des soins à ces malades et former les agents guinéens dans le traitement de la pathologie. Le but, c'est d'autonomiser les pays africains à résoudre des problèmes de santé préoccupants. Vous savez que les maladies cardiovasculaires, maintenant, c'est la première cause. Ça va devenir la première cause de mortalité. Donc je pense que l'équipe locale, qui est de très bon niveau, parce que nous partageons tous la même formation de base avec vos médecins, a besoin d'être appuyé sur cet équipement et sur des investissements qui vont permettre de développer cette technique. Pour les premiers bénéficiaires de cette opération, nombreuses sont des personnes âgées. La présence de ces deux spécialistes en cardiologie est rendue possible par l'ONG Cardiologue et Développement en partenariat avec le gouvernement guinéen. Moussa Bangoura, je vous annonçais au sommaire ces feux mystérieux. Ils tombent du ciel, des boules de feu qui frappent le village Tangan, CRD de Massy dans la préfecture de Pita. Le bilan est sans appel, plus de 200 cases emportées par les flammes, des dizaines d'hectares d'arbres fruitiers, des champs agricoles complètement calcinés. Même la brousse n'a pas été épargnée. Ça dure depuis une dizaine de jours. Reportage Mamadou Adamabari. Cette case qui vient de s'enflammer en plein jour allonge la liste des habitations calcinées dans le district de Tangan. Son propriétaire est serein. C'est ma maison. Elle a pris feu alors que j'assistais à une cérémonie du village. Je m'en remets à la volonté de Dieu. Ce spectacle désolant est vécu au quotidien depuis une dizaine de jours par les habitants de Tangan. Ils supportent impuissants l'agression de la nature contre leur localité qui aurait traversé 4 siècles. Ainsi, habitations couvertes de paille, plantations d'arbres fruitiers, le couvert végétal et même le cimetière ont été impitoyablement frappés par le mystère. La souffrance, vous la voyez. Depuis l'année dernière, beaucoup de cases ont brûlé. 212 cases sont calcinées. Plus de 900 personnes sont sans abri. Pour se protéger de ce démon feu, les habitants du district ont vidé les cases de leur contenu. Des habitations fantômes aujourd'hui évitées par les propriétaires eux-mêmes qui préfèrent passer la nuit à la belle étoile dans le froid glacial des montagnes. Ma maison est calcinée, nous sommes dehors, nous passons la nuit dehors. Le district de Tangan est situé à une 50aine de kilomètres de la nationale d'Alaba-Pita. Le village est perché à une haute altitude entouré de chaînes de montagnes. L'agriculture est l'activité principale pratiquée par les habitants, sauf qu'aujourd'hui, le couvert végétal a été fortement abusé par les feux mystérieux.
9 mystérieux, à Tanga, on s'en remet à Dieu et on attend des explications scientifiques. Incendie également ce matin à Sibiribaro dans Kerouané, le seul centre de santé de la localité est parti en fumée avec tout son contenu. À la différence de Tanga, l'origine de ce feu est connue. Il est parti du frigo de conservation des produits. Une bonbonne de gaz alimente ce frigo. Sport, comment le Orea prépare-t-il sa sortie demain à Conakry contre le FC Nouadhibou? Score à l'aller, un but partout. Le champion de Guinée en titre a toutes les chances de se qualifier au détriment du club mauritanien. Ici à Gassila. Le FC Nouadhibou de la Mauritanie, l'heure est à la sérénité et au dernier réglage dans le camp des Rouges et Blancs de la banlieue de Conakry. Le AC pour passer ce cap préliminaire à son destin en main. Le reste n'est que question de mental. C'est pourquoi, à tous les niveaux du club, on tente de fédérer les énergies pour l'atteinte des objectifs. Parce que notre erreur, ce sera de croire qu'on est qualifié et puis de croire qu'on va les attendre pour se qualifier. Donc on va faire un match d'attaque pour essayer de gagner le match et se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Il nous a parlé, il nous a donné le conseil, nous tous on sait déjà ce qui nous attend le dimanche. Essentiel de se concentrer sur le match pour pouvoir aborder plus. Cette noble ambition ne peut être réalisée sans l'adhésion du public entièrement acquis à la cause du représentant guinéen, ce qui fait déjà écho chez les supporters de la capitale. Nous tendons la main aujourd'hui à nos collègues supporters des clubs différents pour qu'ils viennent à l'aide parce que c'est le problème de la Guinée qui est en jeu. Les espoirs sont permis au vu du résultat du match aller. Tous et toutes donc au stade du 28 septembre pour soutenir le Athletic Club qui est très bien parti, mérite l'attention de tout le monde par rapport à cette qualification. Bonne chance au Royal de Conakry. Puisqu'on parle du sport, demain il se tiendra à Conakry un semi-marathon qui va partir du stade du 28 septembre et qui comprend 3 disciplines, le 21, le 12 et le 5 km. Pour en parler, je reçois Philippe Jubaud, le directeur général de Total Guinée qui sponsorise cet événement sportif. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Alors, vous avez relancé ce semi-marathon depuis 2012, la 3e édition donc c'est demain. Qu'est-ce qui va être différent cette fois-ci ? Alors, ce qui est différent par rapport aux 2 premières éditions, déjà, c'est le nombre de participants. Chaque année, on augmente les possibilités de s'inscrire. Donc, cette année, il y aura 2500 participants en tout sur les 3 épreuves, 500 sur le 21 km, 1000 sur le 12 km et 1000 sur le 5 km. Ce qui change également, et ça depuis l'année dernière, c'est que Total n'est pas seul à organiser le semi-marathon. La BCG est venue nous rejoindre depuis 2013 pour renforcer les rangs d'organisation et pour nous aider dans le sponsoring de cette course. Alors, vous co-sponsorisez donc cet événement en y mettant vos moyens financiers, mais également en soutenant les athlètes. Pourquoi et surtout, vous en tirez quoi ? Alors, le sport, les valeurs du sport sont très proches des valeurs des entreprises. L'effort individuel au service de l'effort collectif, donc c'est quelque chose qui nous parle. Ensuite, nous nous intéressons, la BCI également, au développement des populations des pays dans lesquels nous opérons. Nous pensons qu'à travers le sport, on peut fédérer beaucoup la jeunesse, on peut aider la jeunesse à travers le sport. Et le semi-marathon, l'engouement pour ce semi-marathon depuis 2012 nous a montré on pense qu'on avait raison, parce que chaque année on a de plus en plus de demandes. Si vous avez l'occasion demain de venir voir la course, je vous y engage, vous verrez qu'il y a un enthousiasme assez extraordinaire et on essaye de faire ça de manière très professionnelle. Donc il y a un véritable engouement auprès de la jeunesse guinéenne pour participer à cette course. Il suffisait de voir ces 2-3 dernières semaines, les gens s'entraînaient dans Conakry, un petit peu partout, pour se préparer à la course. C'était assez enthousiasmant. Il y a 3 épreuves, notamment, je le disais tout à l'heure, le 21 km, le semi-marathon, le 10 km, c'est bien ça, et le 5 km. Ça va partir du stade pour quelle destination? Alors, le 21 km, alors les 3 courses partent à des horaires différents, mais stade, très proches. Hein, à 8h précises, le 21 va partir, donc vraiment que les athlètes viennent très tôt, avant l'heure, pour être prêts pour le départ. Donc le 21 part à 8h, le 12 part à 8h05, et le 5 km part à 8h15. Le parcours est le même que les années précédentes. Le 21 km part du stade du 28 septembre, rejoint le pont du 8 novembre, ensuite file vers Kaloum, gare routière,
fait le tour de la presqu'île, revient par la Corniche Sud et ensuite enchaîne sur Matam, Corniche Sud encore plus loin, pont kényen, on revient par Bellevue. Le 12, lui, c'est plus simple, au pont du 8 novembre, on coupe, on rejoint directement le rond-point de résidence 2000 et on fait la fin du parcours du 21. On espère qu'il y a des dispositions qui ont été prises, notamment concernant la circulation routière. Oui. Alors, il y a une gros coup de chapeau, comme tous les ans, à la police, à la gendarmerie, aux pompiers qui assurent la sécurité sur tout le parcours, qui font un travail extraordinaire. Les 3/4 du parcours sont privatisés pour la course et quand il y a des véhicules, la circulation est assurée et la sécurité des athlètes est assurée par la gendarmerie et la police de manière très professionnelle. Et puis, bien entendu, sur tout le parcours, il y aura des ravitaillements et qui vont se faire d'ailleurs sur les stations-service Total qui jalonnent le parcours. Voilà. Merci beaucoup Philippe Gibaud. Rendez-vous demain pour le coup d'envoi du 21 km à 8h précises. 8h précises, vraiment, venez nombreux d'abord pour acclamer les athlètes qui vont courir. Et Jean-Louis Menon Kwame, le directeur général adjoint de la BCG, fera le 12 km et moi-même je m'alignerai sur le 21 km. On suivra ça de près. Merci beaucoup. Et pour la première fois, la cagnotte de PMU, on va enchaîner avec ça, atteint plus de 500 millions de francs guinéens chez les parieurs. C'est la fièvre, les mises sont fortes avec ce public reportage de Moussa Komara. Suivez. 55 000 crée de l'engouement. Pour la première fois qu'elle atteint ce chiffre en Guinée, les parieurs de PMU sont plus que jamais déterminés à l'arracher. Dans les points de vente numéro 9 et 25 de Bessia et de Dixine, la motivation est au rendez-vous. La carte de dimanche est très attirante. Il y a beaucoup de parieurs qui nous demandent d'aller là. Même si le programme allait sortir aujourd'hui, ils peuvent commencer à calculer. Il y a beaucoup d'engouement pour cette carte-là. Je suis un parieur, je suis un même mordu de Paris, mais nous voudrions que la cagnotte tombe ce dimanche-là. Parce qu'il faut... Nous sommes engagés comme tous les jours d'ailleurs. Donc nous pensons qu'il y aura beaucoup de joueurs. Nous seulement notre inquiétude c'est de voir qu'un seul a gagné et qu'on distribue ça pour 10 personnes. Depuis plus de 2 mois, cette cagnotte n'a pas choisi encore son gagnant. Ce dimanche, elle pourrait avoir un récipiendaire. C'est ce que rêvent les parieurs et responsables des PMU Guinée. Tout le monde est prêt maintenant de jouer. Parce que maintenant, actuellement, on paye bien. Nous, on a fait un groupe maintenant, chacun de nous, chaque personne, nous sommes 15 personnes, chacun enlève 150 000, on puisse jouer encore. Ce jeu de tombola est devenu une entreprise pour beaucoup de désespérés. Aujourd'hui, PMU emploie directement plus de 3 000 Guinéens. L'entreprise entend intensifier ses efforts pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi en Guinée. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir chez vous.